Bonjour et bienvenue à ce premier numéro des Check-up Learning en direct du tiers-lieu l'Eurbixco et plus précisément dans l'espace de coworking. Tout d'abord et avant de commencer, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2021. Les Check-up Learning, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau format e-learning imaginé par le tiers-lieu l'Eurbixco situé à Montlouis-sur-Loire et l'association ERET, groupement d'entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée, dont l'objectif est d'avoir une session apprenante à 360 degrés avec un mix d'intervenants, rebondir sur des sujets d'actualité avec des experts qui confrontent leurs points de vue et surtout de vous bousculer en vous briefant sur les nouvelles pratiques entrepreneuriales. Sur un format de 45 minutes, trois visions d'experts vont se confronter en répondant aux questions d'une voix non présente sur le plateau. La mienne est celle de Soufiane. Nous vous retrouvons donc une fois chaque trimestre pour ce cocktail vitaminé d'intervenants. Le thème de ce soir, vous le connaissez, c'est le télétravail. Depuis mars 2020, le Covid et le confinement ont propulsé la généralisation du travail à distance. Du jour au lendemain, il a fallu s'adapter et se créer un espace de travail. Pas toujours simple d'avoir l'équipement nécessaire et pour être bien installé et travailler dans de bonnes conditions. La crise sanitaire se poursuit et pousse chaque entreprise à s'adapter. Pendant cette intervention, nous allons vous donner les clés de compréhension afin d'agir en toute connaissance de cause. Pour développer ce sujet, nous avons ce soir 3 intervenants que nous allons bien évidemment accueillir tour à tour et je laisse la parole à Maxime pour la présentation. Donc première intervenante de ce soir, Sophie Chanson. Sophie, je vais te demander d'entrer sur le plateau et de t'installer confortablement. Donc Sophie Chanson est dirigeante du cabinet Adexial et gérante d'Espace Transition. Sophie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Déjà bonjour à tous, bonne année 2021, on espère qu'elle sera plus facile que l'année 2020. Donc professionnellement, je suis expert comptable installé à la Ville aux Dames dans un cabinet en création ex nihilo depuis créé en 2007, donc ça fait une quinzaine d'années. On intervient en social dans l'accompagnement de nos clients chefs d'entreprise. Et par ailleurs, je suis dirigeante de la structure Espace Transition, qui est une école de l'accompagnement et qui accompagne les chefs d'entreprise sur du coaching de dirigeants et du coaching de managers, de la formation de dirigeants et de managers sur le management. Voilà. Merci Sophie. Nous allons maintenant accueillir notre deuxième intervenant. Il s'agit de Cédric Courteau. Cédric, donc tu peux rentrer également sur le plateau. Cédric Courteau est dirigeant de l'entreprise Spacefoot, située à Montlouis-sur-Loire, expert dans le secteur du e-commerce. Et Cédric, si tu peux t'installer et aussi rapidement nous éclairer sur ton entreprise. Tout à fait. Excellente année à tous également. Donc, je m'appelle Cédric Courteau, j'ai 45 ans et je suis l'un des cofondateurs de Spacefoot. Spacefoot a été créé il y a une douzaine d'années, en 2008, et a pour objectif d'accompagner les associations sportives et les clubs de sport dans la digitalisation de leur communication. Pour ce faire, on leur a mis à disposition une plateforme 100% gratuite pour qu'ils puissent créer leur site internet. De cette activité a découlé 2 business models. Le premier, une régie publicitaire pour monétiser les 50 000 clubs et les 50 000 sites qui utilisent notre service. Et l'autre activité, c'est une activité d'e-commerce sur laquelle on vend du matériel de sport pour les clubs et les pratiquants. Merci à toi Cédric. Et puis pour clôturer ce beau plateau, nous accueillons maintenant Sandrine Pinto-Lecoq. Sandrine, tu peux également rentrer. Sandrine Pinto-Lecoq est psychologue du travail spécialisée dans le conseil QVT, qualité de vie au travail. Elle a également plein d'autres acronymes qu'on lui laissera le plaisir de nous expliquer. Sandrine, même punition pour toi. En quelques mots, est-ce que tu peux décrire ton activité ? Psychologue du travail et psychologue de l'orientation, ce qui veut dire que j'ai fait 2 spécialités. La première en psycho du travail sur le champ de la santé au travail. Donc j'interviens en entreprise sur des audits RPS, de la QVT qualité de vie au travail. Je suis référencé également comme IPRP, donc comme intervenant en prévention pour la
psychosociaux. J'interviens, donc je disais, en entreprise publique et privée, sur des interventions psychosociales, sur du post-traumatique, c'est-à-dire sur des événements dramatiques qui arrivent en entreprise, tels qu'un suicide par exemple d'un collaborateur. Et puis en individuel, dans mes deux cabinets, à Tours et en Montminy, sur des questions de souffrance au travail, donc notamment ce qui est très répandu en ce moment, le burn-out, donc accompagner les personnes à un mieux-être. Et puis sur la partie psychologie de l'orientation et du conseil, tout ce qui est accompagnement des transitions professionnelles, donc placement, bilan de compétences, mais aussi orientation scolaire. Donc j'accompagne toutes les transitions du premier palier de l'orientation, c'est-à-dire 15 ans, jusqu'au dernier, c'est-à-dire la préparation à la retraite. Et donc je suis adhérente à l'ANERET, je suis également membre du Crépi Touraine, que je vais pas développer aussi. Et je suis aussi membre de APESA, qui est un réseau de psychologues qui prend en charge les entrepreneurs qui sont dans des crises suicidaires aiguës suite à des liquidations judiciaires de leur entreprise. Et je suis prof en master de psycho du travail. Et c'est tout. Merci pour ces présentations. Première question pour Sophie. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Sophie, on le voit, le télétravail peut être à l'origine du salarié ou de l'employeur. Que dit la réglementation et le nouveau protocole par rapport à cela? Normalement, la mise en place du télétravail, quand on n'est pas en période de crise sanitaire, nécessite la mise en place d'un accord d'entreprise. Alors, en fonction de la taille de l'entreprise, la mise en place d'un accord d'entreprise se fait soit avec les délégués du personnel ou, si ce n'est pas le cas, avec une majorité de 2/3 des salariés pour la mise en place d'une réglementation au droit du travail. En crise sanitaire, finalement, il s'est quand même imposé à tous. Donc, les procédures de mise en place n'ont pas eu à être respectées du fait du confinement ordonné par l'État. Voilà. Et il faut l'accord des deux parties. Mais il faut l'accord des deux parties. Alors, des fois, c'est pas toujours facile. Moi, personnellement, je me fâche pour mettre en place le télétravail, mes salariés s'y opposaient. Malgré tout, la réglementation est faite de ne pas avoir à se déplacer si on ne fait pas d'autorisation de l'employeur. Le salarié, il est quand même un peu coincé. Si l'employeur ne signe pas l'autorisation de déplacement, on est coincé. Donc, il y a quand même une obligation, normalement, dans le cadre de la crise sanitaire, de mettre en place le télétravail quand il y a possibilité qu'il soit mis en place. Alors ça, c'est toute une difficulté. Quand est-ce que le télétravail, quand est-ce qu'on peut faire autrement, quand est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? C'est vrai, des métiers de bureau, logiquement, on doit pouvoir mettre en place le télétravail, même si ce n'est pas forcément l'idéal pour travailler, parce que ça nécessite d'autres implications organisationnelles dans le management, dans les outils informatiques, dans les échanges entre collègues. Mais après, quand on intervient sur prestations dans des lignes, etc., le télétravail n'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de télétravail qui est mis en place. Ça a été le cas chez Spacefoot, où effectivement, on a pu mettre en télétravail une partie de nos salariés, mais il y a une partie des salariés qui sont dans le centre logistique, qui sont des opérateurs logistiques, pour lesquels il était très compliqué d'envisager le télétravail. Oui, en effet, on le voit bien. Il y a une augmentation de cette pratique du télétravail avec cette crise sanitaire. Et toi, justement, Cédric, avant la période Covid, je sais que ton entreprise, en fait, a expérimenté cette pratique de télétravail. On peut même parler de home base avec des salariés exclusivement en activité hors de l'entreprise. Justement, est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours mis en place. On a toujours été favorable au télétravail chez Spacefoot dès l'origine. Donc c'est effectivement pas quelque chose de récent pour nous. Et effectivement, il y a quelques salariés qui sont en télétravail depuis déjà quelques années. Alors c'est des cas un peu particuliers. Cependant, pour 10-15% des salariés, on a mis en place du télétravail soit de manière ponctuelle, soit de manière un petit peu plus récurrente, une journée par semaine, parce que c'était des salariés qui voulaient changer de cadre de vie, qui voulaient pour certains s'éloigner de Paris, et pour lesquels il était plus simple
de les accompagner, parce que dans Paris, quand on travaille dans Paris, le déplacement c'est beaucoup de temps, c'est du coût, c'est du stress. Donc on a essayé toujours d'aménager quand on pouvait du télétravail avec nos salariés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous va bien. Moi-même je l'ai expérimenté puisque j'habite à Paris, le siège social est à Paris, donc ça m'arrive de temps en temps de faire aussi du télétravail. Et c'est vrai que depuis l'origine, on l'a fait plutôt à la carte. Là, ce qui nous est arrivé au mois de mars, c'est-à-dire quand ça nous est imposé, c'est pas tout à fait le même schéma que quand c'est sous la base du volontariat. Merci Cédric. Une petite question pour Sandrine. Comment les personnes qui ne sont pas habituées au télétravail peuvent-elles s'y préparer psychologiquement? Et en même temps, comment le télétravail à domicile affecte-t-il la santé mentale? Alors, préparation au télétravail, d'abord il y a eu, depuis le début de l'échange, il y a eu un glissement sémantique. En fait, aujourd'hui on parle de télétravail, alors que le télétravail est une des formes du travail à distance. C'est-à-dire que le travail à distance existait avant le télétravail. Dans le travail à distance, on a ce qu'on appelle les nomades, qui existent depuis longtemps, c'est par exemple les commerciaux, donc qui ne sont pas physiquement dans leur entreprise. On a le travail à domicile qui existe aussi depuis très longtemps, et le télétravail, en fait, il faut 3 conditions pour qu'on parle réellement de télétravail. Je pinaille, mais c'est important, parce que ça ne donne pas les mêmes conditions. Une des conditions principales, c'est l'introduction des nouvelles technologies d'information et de communication. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire du travail à domicile sans éthique. Et aujourd'hui, on met sous télétravail toutes les formes en fait, de travail à distance. Voilà, ça c'était juste un petit rappel. Et se préparer psychologiquement, on a vu pendant le premier confinement, il n'y a pas eu de préparation, c'est-à-dire que c'était un travail, du télétravail ou du travail à distance, généralisé en masse. Les organisations du travail n'étaient pas prêtes, c'est-à-dire que certaines entreprises n'étaient pas prêtes, n'avaient pas l'infrastructure, n'avaient pas l'organisation, ne savaient pas comment s'y prendre, n'avaient pas les moyens technologiques. On a vu des gens partir avec des tours de leur bureau, des classeurs sous le bras, des caddies, enfin voilà, donc en mode plutôt très dégradé. Donc quand on veut s'assurer un minimum de succès avec le télétravail, ça veut dire qu'on a discuté en fait cette organisation du télétravail, on a discuté avec les salariés, on a repéré non pas les fonctions qui sont télétravaillables, je pense que c'est une erreur quand on fait ça, il faut repérer les activités, c'est-à-dire que dans une fonction, tout n'est peut-être pas télétravaillable, mais il y a certaines activités qui peuvent l'être, et il faut regarder les conditions de mise en place de ce télétravail avec le salarié. Il ne faut pas hésiter à faire des expérimentations. Il ne faut pas hésiter à se réajuster, à réévaluer, à faire des points réguliers. Et puis, quand on se trouve comme on s'est trouvé là dans le premier confinement, il y a quelques règles en fait, qui sont à respecter. Avoir un espace de travail dédié, mais quand je dis ça en même temps, c'est du prêt-à-penser et tout le monde ne peut pas avoir un espace de travail dédié chez soi. Autrement, il y a de la perméabilité spatio-temporelle qui est très mauvaise en fait pour la santé psychologique des personnes. Un espace dédié, il faut planifier son travail, il faut organiser son temps de travail. Ce qu'on a pu repérer, on a très peu d'études réellement là sur le télétravail. Enfin, les échantillons sont trop faibles en fait pour qu'on puisse les considérer comme très valides. Mais en tout cas, ce qu'on a pu repérer, c'est qu'il y a une densification et une intensification du travail quand on est en télétravail. Donc il faut pouvoir s'y préparer et organiser sa journée comme une journée au bureau finalement. Ce qui est très compliqué à faire quand on est dans les situations qu'on a connues au premier confinement, où tout le monde est en télétravail, où les enfants ne sont pas à l'école. Donc voilà, espérons qu'on puisse organiser le télétravail de manière moins dans l'urgence. Alors justement, je rebondis, merci Sandrine. En effet, depuis le 29 octobre, notre gouvernement nous parle du télétravail comme une règle. Sophie, tu en as brièvement parlé au début de notre échange. Le télétravail, finalement, par obligation, comment le chef d'entreprise peut gérer cela et amener cette pratique pour ses collaborateurs? Là, dans la mesure où c'est une règle et une obligation, on n'est plus dans l'application du droit du travail, on est plus finalement dans un
l'échange et dans la psychologie pour que ça se mette en place de façon le plus intelligente possible. Alors moi, je peux vous parler de mon expérience au sein du cabinet parce que on est dans une structure où en effet on fait du travail administratif. Alors des fois on intervient chez nos clients, ça c'est plus compliqué de le mettre en télétravail, ou on demande à nos clients d'échanger avec nous de façon différente avec des nouvelles technologies sur la numérisation de documents, etc. Mais malgré tout, moi j'ai des salariés qui, et moi-même personnellement, je suis incapable de travailler chez moi. Je regarde la télé, ce n'est pas bien, je n'arrive pas à faire la part des choses. Donc je comprends que pour les autres ce soit difficile, et donc j'avais plutôt une équipe qui ne souhaitait pas être en télétravail. Malgré tout, on avait cette obligation-là, et intellectuellement, on faisait partie des typologies de métiers qui étaient malgré tout plutôt en obligation d'être en télétravail. Donc on a essayé de travailler intelligemment, d'échanger en disant bon bah écoutez, ok, vous avez besoin du lien, il y a encore des problématiques technologiques parce que notre serveur ne nous permet pas encore forcément, vu qu'on est très nombreux en télétravail, de fonctionner. Donc on a mis en place des équipes avec un roulement, ce qui permet de faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes personnes qui se croisent en même temps pour éviter qu'il y ait de la contamination et de limiter les contaminations si c'était le cas. Donc on a commencé par ça, on a aussi fait un mot public, mais après malgré tout, je pense qu'on est dans la négociation. Le droit est une chose et c'est un support, mais quand on est dans l'organisation du travail, je pense que la psychologue du travail va être d'accord avec moi, et sur le sujet, et qu'on réfléchit à la qualité de vie au travail, que ce soit au travail ou en télétravail, on est dans l'échange, on est dans la bienveillance, on a des contraintes, comment on fait pour trouver un accord pour que ça se passe le mieux possible. Donc c'est de la négociation, et finalement c'est de la bonne pratique de management habituelle, pas liée au télétravail, c'est de la bonne pratique de management. Bon, adaptée à cette problématique, voilà, mais c'est ça, il faut trouver un accord et amener les choses. Merci Sandrine. Sophie, Cédric, comment intégrer des nouveaux salariés en télétravail tout en préservant la culture d'entreprise, notamment d'une entreprise comme Spacefoo qui a une culture qui vient des sociétés assez fortes. Donc comment on gère cela? Honnêtement, je ne sais pas encore. On est pile poil dans cette problématique en ce moment où on essaie d'intégrer un certain nombre de salariés, de les former, de leur faire part de la culture d'entreprise. Et c'est évidemment beaucoup plus compliqué quand on fait ça à distance, au travers d'un écran, même si on voit les salariés une fois par semaine quand on peut. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un onboarding traditionnel où on peut avoir les salariés 5 jours sur 7 et essayer de leur transmettre la culture d'entreprise. Donc c'est un vrai challenge en ce moment. Vraiment, c'est une de nos problématiques. Il y a 6 personnes là en ce moment qu'on est en train de recruter et se pose la question pour nous de voir comment on va réussir à les intégrer, à les former, à leur transmettre notre culture. Je vous avoue que pour l'instant, on ne sait pas trop, on navigue un peu à vue. Clairement, c'est sûr qu'aujourd'hui, les outils qu'on a, c'est-à-dire des visios, transmettre de notre culture au travers d'une conf call, d'une visio, moi je ne sais pas faire en tout cas. Donc on navigue un petit peu à vue, on espère surtout sortir de cette crise rapidement pour essayer après de peut-être les rattraper et leur faire passer des messages qu'on n'aurait pas réussi à faire passer au travers du digital, parce qu'on clairement on ne peut pas tout faire passer. C'est une vraie, je ne sais pas si vous avez des expériences. Moi-même, pour rebondir, là, je vais peut-être en retirer une situation heureuse. Je recrute quelqu'un qui s'en va de l'endroit où elle est parce qu'elle a été recrutée où tout est en télétravail, et arriver dans une structure qu'avec du télétravail, on vous balance tout, même si vous avez de l'expérience, je pense qu'elle s'est sentie seule au monde. Et qu'elle a souhaité revenir dans une structure où on n'est pas que en télétravail. Ce qui est le cas chez nous, évidemment, où on a, comme vous, un roulement pour essayer d'avoir moins de salariés dans l'entreprise, mais les gens déjà veulent revenir. En règle générale, les salariés veulent venir au travail parce qu'ils se sentent plus à l'aise, parce qu'ils ont leurs habitudes, parce que pour
je pense aux Parisiens, parce que j'étais à Paris tout à l'heure, ils n'ont pas forcément, eux, l'espace, la pièce qui va bien pour être tranquille dans un appartement. Donc ils n'ont pas des conditions de travail, même si on leur a mis à disposition un ordinateur portable, peut-être un écran supplémentaire pour essayer de travailler correctement et la connexion Internet, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi être capable de s'isoler, de se mettre dans sa bulle entre telle heure et telle heure, et sinon on déborde dans les deux sens. Dans le sens où on regarde la télé, ou dans le sens où peut-être qu'on ne s'arrête plus de travailler. Une chaise, il faut des chaises. Moi j'ai eu un problème de lumbago. Bah oui, j'ai dit, va peut-être falloir qu'on achète une chaise, alors aussi à domicile. C'est vrai que ça crée des contraintes importantes et l'intégration est compliquée. Oui, j'avoue que pour l'instant. Encore plus que pour les autres. Tout à fait. Pour l'instant, on navigue un petit peu à vue et on ne sait pas comment ça va se passer. Et les premiers retours d'expérience sont forcément pas très très évidents. Oui. Alors, y a pas, je le disais, il n'y a pas plein d'études sur le télétravail. En fait, les études qu'on trouve dans les littératures scientifiques, quand je dis scientifiques, en psycho du travail, ce sont des études qui sont liées à l'arrivée des nouvelles technologies dans les entreprises. Donc, en fait, le recul qu'on a, c'est plutôt celui-là. Donc, c'est des études qui datent plutôt de 2006-2010, donc qui sont un peu anciennes, et on n'était pas du tout dans le même contexte. En tout cas, ce que démontrent quand même ces études, c'est que le télétravail 100% est source d'insatisfaction pour les salariés, à moins d'être un phobique social, et dans ces cas-là, on soigne sa pathologie, c'est cool, mais autrement, si on n'a pas cette pathologie, il y a une insatisfaction parce qu'il y a l'isolement, il y a une perte de culture d'entreprise, il y a forcément une perte des collectifs de travail, il y a une perte des règles de métier. Alors, il y a plein d'effets positifs, mais ce qu'ont l'air de dire les études, c'est que finalement, 2 jours de télétravail fixe, 1 jour flottant dans le mois, apparaît comme le bon rythme à la fois pour dans la semaine, à la fois pour la performance de l'entreprise et à la fois pour le bien-être au travail du salarié. Après, voilà, dans ce contexte aujourd'hui, une idée comme une autre, hein, ce qu'il est possible de faire, essayer évidemment de faire des regroupements quand c'est possible, et puis peut-être constituer des binômes nouveaux, anciens, c'est-à-dire qu'on passe dans un circuit, j'allais dire parallèle, c'est pas un circuit parallèle, mais où là on a un référent, une espèce de tuteur, voilà, dans l'entreprise, avec qui on peut échanger plus facilement qu'avec le chef d'entreprise qui va être pris ou avec la DRH en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc vraiment constituer des binômes d'intégration, des parrains ou des marraines, voilà, laïques, j'entends, sur l'intégration dans l'entreprise, ça peut être en tout cas une voie possible. En l'occurrence, c'est comme ça qu'on essaie de le mettre en place, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de recul parce qu'il manque toujours dans l'entreprise 2/3 des salariés à un instant T. Donc forcément, c'est un petit peu moins évident. Mais ça va faire partie, à mon avis, des problématiques qui vont se ressentir peut-être dans 6 mois, 1 an, des gens qui sont en train d'être recrutés et avec lesquels on n'aura pas pu faire le travail. Dans 6 mois, 1 an, on pourra refaire un grand sas d'intégration commune et un grand sas de déconfinement commun pour pallier tout ce qu'on n'aura pas pu vivre tous ensemble. Ce sera, je pense, important pour recréer du sens et l'opportunité de le faire. Alors justement, je rebondis, vous avez approché un petit peu la thématique de ma prochaine question. Aujourd'hui, on peut le voir, les entreprises et les chefs d'entreprise travaillent sur le sujet de la qualité de vie au travail. Ma question se porte vers Sandrine. Comment le télétravail, finalement, peut être une solution d'amélioration de qualité de vie au travail? Et en parallèle à la qualité de vie au travail, est-ce que, selon toi, Sandrine, on peut faire un burn-out à la maison? Oui. Alors, je vais répondre par la fin de la question. Oui, on peut faire un burn-out à la maison, puisque moi j'ai eu en consultation pendant le premier confinement 3 personnes, des managers d'ailleurs, qui ont fait des burn-out alors qu'ils étaient en télétravail en temps plein, en fait, à peu près comme tout le monde, et qui ont fait de la téléconsultation avec moi. Donc oui, le burn-out est possible en télétravail parce qu'il y a vraiment un risque de surcharge d'activité. Il y a aussi, il faut le dire, encore en France, une culture et donc des représentations sociales où quand on est en télétravail, on va faire ses courses, on va à la piscine. Bon, Sophie regarde la télé,
C'est la chef d'entreprise. Mais il y a quand même encore une idée du contrôle. Et en fait, avec cet engagement social du salarié, il y a une espèce de surenchère, c'est-à-dire que le salarié est un peu pris de culpabilité et veut absolument faire démonstration qu'effectivement il fait bien son travail. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a plus de temps de trajet et que du coup les temps de trajet sont devenus des temps de travail pour beaucoup. Donc on voit bien là qu'on est dans une augmentation finalement de notre temps de travail. Et du coup, j'ai oublié le début de la question, les conditions. La qualité de vie au travail, comment on peut animer la qualité de vie au travail à distance finalement? Alors, comment animer la qualité de vie au travail à distance? Je répondrai qu'il faut déjà qu'il y ait une qualité de vie au travail sans la distance. Si on débute la qualité de vie au travail à distance, ça risque d'être très compliqué. En fait, la qualité de vie au travail avec le télétravail, elle a plusieurs conditions. La première condition, c'est l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise met en place dans le cadre du télétravail. Donc les moyens technologiques, les accords d'entreprise, comme le disait Sophie. Et là, c'est vraiment une question de négociation. Il faut faire interagir le maximum de partenaires. Quand je dis le maximum de partenaires, c'est les chefs d'entreprise, des RH, il y en a une, le CSE quand il y en a un, des représentants du personnel, des représentants des différentes fonctions des activités télétravaillables pour vraiment négocier cet accord. Regardez quelles sont les conditions qui sont le plus acceptables par le plus grand nombre. Il y a aussi des conditions qui échappent à l'employeur, c'est-à-dire on a vu il y a des conditions d'âge, les jeunes ont plus mal supporté le télétravail que les 39-50. Il y a aussi une question d'expérience, c'est-à-dire quand on n'a pas d'expérience du télétravail, comme toute chose, il faut faire un apprentissage et c'est plus compliqué. Il y a évidemment les conditions de vie de chacun. Cédric le disait, quand on est dans un petit appart à Paris, difficile de s'isoler, difficile d'avoir un bureau pour soi, difficile finalement de rester concentré. Et alors là, c'est de l'intuition, je n'ai rien eu là-dessus, mais je crois aussi qu'il y a des questions de personnalité, c'est-à-dire que Sophie disait tout à l'heure qu'elle n'arrive pas à être en télétravail, et moi non plus. Alors moi j'arrive à faire de la téléconsultation parce que j'ai les gens en face à face, mais dès que je suis plus en téléconsultation et que je dois par exemple rédiger une synthèse, corriger un texte, et pourtant j'ai un bureau dédié chez moi, et je prends toutes mes petites affaires et je pars dans mon cabinet parce qu'autrement, si c'est le printemps, je vais regarder les fleurs pousser, je vais me faire un café, je vais me laisser happer par les réseaux sociaux auxquels j'appartiens, le groupe WhatsApp de je sais pas quoi, voilà. Et donc en fait je procrastine beaucoup, et comme beaucoup de gens m'ont dit ça autour de moi, je pense qu'il y a aussi peut-être une affaire de personnalité et qu'on n'est peut-être pas tous faits dans la même proportion pour faire du télétravail. Et je dis ça parce que mon mari est en télétravail depuis fort longtemps, et là il est en télétravail 100% depuis mars. Et lui, il est militaire en télétravail, c'est-à-dire qu'il rentre dans son bureau, il est au bureau, il passe son bureau, donc c'est pas l'heure qu'il est au bureau. Voilà. Donc voilà, peut-être aussi des aspects personnels. Peut-être des règles de bonne pratique, et oui. En effet, en fonction de chacun, le risque finalement, c'est de dire, comme on est plus poussé à la procrastination des fois chez soi, finalement, le risque, je pense, c'est que le salarié dise « mince, j'ai pas assez travaillé parce que j'ai fait autre chose » et du coup étende sa durée de travail et qu'il n'arrive plus à faire la part des choses entre les moments personnels et les moments professionnels, ou qu'il ne soit pas productif et du coup il soit obligé de travailler plus, et que là on a plus de risques peut-être de burn-out parce qu'on a des problèmes de déconnexion. Alors, le droit à la déconnexion existe, c'est un vrai problème en tant que chef d'entreprise. Moi là j'ai des confrères, à une certaine heure ils coupent, c'est-à-dire qu'à une certaine heure il n'y a plus accès au serveur. Sophie, tu as des dons de vision, c'était notre prochaine question, et elle était pour toi d'ailleurs. Peux-tu nous parler du droit à la déconnexion, notamment avec cette statistique qui est quand même assez frappante, 78% des cadres consultent leurs mails et SMS professionnels pendant leur temps de repos, le week-end et les congés. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une loi qui est apparue avant même la période de Covid et de télétravail forcé, avec la loi El Khomri, qui poussait vers le droit à la déconnexion. Voilà, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir finalement, parce que c'est pas si simple que ça à gérer. Quand un collaborateur il a mis son boîte mail sur son téléphone,
ne peut pas couper le téléphone à distance. Alors il y a des choses que le chef d'entreprise peut faire, et en effet, il faut qu'il soit vigilant sur le sujet, et en effet, peut-être prévoir des périodes de connexion et de déconnexion, comme ça évite les dérives. Éventuellement avoir la main sur des dérogations quand il y a besoin, bien entendu, il ne faut pas être non plus borné, on va dire, mais il y a ces possibilités-là, mais malgré tout, ça reste un devoir, et c'est là où l'échange, l'humain, l'échange sur la pratique, et en tant que manager, recadrer les choses, demander comment ça se passe, c'est aussi important, parce que moi, ça m'arrive d'envoyer, parce que comme je ne suis pas un salarié, je n'ai pas le droit à la déconnexion, donc je vais travailler le samedi ou le dimanche, j'envoie un mail et bam, mon collaborateur me répond. Alors là, je renvoie un mail, je dis, mais qu'est-ce que vous faites à regarder votre messagerie? Donc il y a aussi des techniques qui sont de dire, quand on envoie un mail, il ne part que le lendemain matin à 7h, et pour pas qu'il y ait des mails qui partent tard, notamment quand on a un manager, pour éviter d'avoir des mails qui arrivent n'importe quand, pour que du coup on puisse être embêté. Donc il y a des outils technologiques et techniques pour éviter ces dérives et permettre de faciliter le droit à la déconnexion, mais il y a aussi la bonne pratique. Et donc sur la bonne pratique, c'est l'effort aussi des salariés pour s'y tenir, et le rôle du manager et du chef d'entreprise, à mon sens, sur le sujet, c'est de l'avoir à l'esprit. Quand il voit qu'il y a de la dérive, essayer de recadrer les choses, échanger pour éviter les dérives et comprendre pourquoi on ne se déconnecte pas, et essayer de remettre des process ou des réflexions pour que ça reste dans un cadre normal, éviter une dérive qui peut aller sur un burn-out ou ce genre de choses. Alors, juste pour compléter sur les burn-out des managers, en tout cas ce que j'ai repéré moi dans mes consultations, mais ce qui a été aussi quand même repéré là pendant la période du confinement sur la difficulté des managers, c'est une perte de sens en fait. Et les burn-out, c'est souvent d'ailleurs une perte de sens. Et pour les managers, il y a eu un grand sentiment d'inutilité, puisque dans certaines entreprises, on s'est rendu compte que le boulot se faisait quand même. Alors que le manager n'était plus là, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus autant d'animation d'équipe. Et donc certains se sont vraiment posé la question de mais finalement, à quoi je sers dans cette organisation? Puisqu'ils arrivent, les collaborateurs, à se débrouiller sans moi. Donc c'était une vraie transition managériale auquel les managers n'étaient pas prêts. Ils devaient eux aussi réinventer leur management. Mais il y avait tellement de trucs à réinventer pendant le confinement qu'on peut comprendre qu'on n'a pas réussi à tout réinventer. Et du coup, certains ont coulé en fait avec cette perte de sens, ce sentiment d'inutilité, et ne sachant pas comment prendre leur place de manager en télétravail, qui est forcément une autre culture managériale que celle à laquelle on est habitué habituellement, c'est redondant. Il y a également d'autres limites dans le télétravail. Il s'agit des problématiques rencontrées avec des problèmes de connexion, des problèmes d'équipement. Donc ma question, elle va vers Cédric. Concernant ces problématiques de connexion et d'équipement, est-ce que tu as un conseil à nous apporter en termes de pratique? Est-ce que pour toi, il est plus intéressant de travailler à la maison ou de se rapprocher dans des lieux dédiés comme des espaces de coworking comme on peut l'être ici aujourd'hui? Déjà, l'élément le plus important, déjà il faut le matériel qui va bien avant tout. Donc nous, effectivement, tous les collaborateurs sont équipés d'un ordinateur portable et on a aussi équipé tous les collaborateurs d'un écran secondaire, puisque souvent travailler toute la journée sur un petit écran de 11 ou 13 pouces, c'est très compliqué. Ensuite, nous, ce qui était important, je pense, un élément très important pour nous, c'est notre outil de communication interne. Depuis le lancement de SpaceFoot, on a toujours utilisé une messagerie interne, donc en l'occurrence c'est Skype, puisqu'à l'époque Slack et autres outils collaboratifs n'existaient pas. Et en fait, on utilise cet outil que l'on soit en présentiel à Paris, à Tours ou à Charleville, pour échanger avec les collaborateurs qui peuvent être en face de moi ou à quelques mètres, ou les collaborateurs qui sont en télétravail chez eux ou
ou dans un autre endroit. Donc d'avoir cet outil et d'avoir, c'est vrai, cet outil fait vraiment partie de la culture de SpaceFoot, et du coup, assez facilement, les gens ont des repères, puisque finalement, ils ont toujours ce même outil de communication avec lequel ils travaillent, qu'ils soient chez eux ou au bureau. Après, une fois qu'on a cet environnement de travail, qu'on a les outils auxquels on est habitué, j'ai l'impression que l'on travaille chez soi ou dans un environnement comme le Rubik's Cube, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Il faut avoir un endroit où on est à l'aise, où on n'est pas dérangé par ses enfants, par sa compagne. Il faut un minimum de calme. Mais pour moi, ce qui est important, c'est plus l'outil qu'on va ramener chez soi pour qu'il soit le plus fluide avec l'outil que l'on utilise au bureau. C'est vraiment ça qui, à mon sens, fait la différence. Évidemment, il faut une bonne connexion Internet, évidemment, il faut un bon bureau, il faut une chaise, parce que, voilà. Mais une fois qu'on a réglé tous ces problèmes matériels, c'est surtout d'avoir, il me semble, un outil de communication qui ne change pas entre ce qu'on a au bureau, pas trop en tout cas, ce qu'on a quand on est en présentiel et ce qu'on peut avoir quand on travaille chez soi ou ailleurs. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, moi, je vais te contredire, Cédric, un petit peu. C'est-à-dire que sur les tiers-lieux, ce qui peut être intéressant, au-delà d'avoir des conditions matérielles qui soient plus favorables, ça peut aussi permettre de rompre l'isolement. C'est-à-dire qu'on peut ne plus avoir du tout de lien social, et il y a des personnes pour qui ce contact humain est primordial. On est 100% d'accord. Je partais du principe qu'en ce moment, on ne pouvait pas trop accéder à ce genre de interlieu en confinement, c'est ça. C'est pas recommandé. C'est pour ça. Mais effectivement, sinon je suis d'accord. Alors nous, et encore une fois, on est dans une optique en ce moment où c'est pas, le télétravail n'est pas un choix, ça nous est imposé. Donc tout est remis un peu en cause. Quand c'est un choix, effectivement, le lieu en tant que tel est de travailler, peut-être même dans un café, parce que parfois il y a des gens qui ont besoin d'un peu de bruit de fond, de travailler dans un tiers-lieu, versus travailler chez soi, où peut-être que s'il y a trop de silence, ça peut être contre-productif, tout à fait d'accord. Mais là, je partais du principe que ce qui nous était imposé en ce moment, c'était plutôt de limiter les contacts, et un tiers-lieu en ce moment, ça ne semblait pas être propice. Oui, moi j'étais sur le télétravail global, oui, je comprends. Mais oui, moi je préfère aller travailler, même travailler dans un café. Bizarrement, j'arrive à mieux me concentrer quand il y a un petit peu de bruit autour. Sandrine, du coup, petite question, comment gérer des conversations très complexes ou chargées émotionnellement lorsqu'on n'est pas en face les uns avec les autres? Il faudrait préciser dans quel cadre, parce que là je pense à mes consultations, je pense que c'est dans le cadre d'un management entre différents salariés. Ça se gère très bien. Si, ça se gère très bien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très à l'écoute, très attentif aux moindres signaux. Et aux moindres signaux, c'est-à-dire l'irritabilité, l'agitation, du dénigrement sans cesse ou de soi ou de l'entreprise ou des collègues, qui sont quand même des signaux d'un mal-être qui peut être lié au travail ou au télétravail. Il faut rediscuter avec le collaborateur, mais seul à seul, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce boulot-là en équipe, quoi. C'est-à-dire qu'on le rappelle sur son portable ou on l'invite à une réunion. D'ailleurs, le visio, c'est mieux, parce que même si en visio, on perd tout ce qui est, alors je vais vous dire corporel, ça va vous faire sourire, mais c'est très important en fait. On perd un peu de la rougeur, on perd un peu de la transpiration de l'autre, et c'est aussi des signaux très importants. On perd moins, en tout cas, de communication non verbale quand on est en visio, et ça peut être important, c'est-à-dire pour un collaborateur qui peut avoir du mal à s'exprimer, on peut par exemple voir ses yeux qui se mouillent et lui dire
j'ai l'impression que ça va pas très bien, j'ai l'impression que tes yeux s'ouillent, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et donc, mais il faut le reprendre en face à face et seul. Et puis surtout, j'allais dire, vous êtes chef d'entreprise, je ne sais pas qui sont les auditeurs, mais vous êtes chef d'entreprise, vous êtes manager, vous n'êtes pas professionnel de santé mentale et vous n'êtes pas professionnel de santé tout court. Donc vraiment, il faut aussi savoir passer le relais, c'est hyper important, c'est-à-dire pas se sentir super-héros et d'un seul coup multiplier les rôles, c'est-à-dire être l'assistante sociale de l'entreprise, être le psychologue du travail de l'entreprise, être le médecin du travail de l'entreprise. Non, plus que jamais, en fait, il faut que ce réseau de partenaires et d'acteurs soit mobilisé quand les conditions de travail sont dégradées et qu'on puisse faire un relais extrêmement rapidement. Tu as raison, Sandrine, il faut s'entourer, à chacun son rôle, en effet. Moi, je voulais vous donner cette réflexion. J'échange régulièrement avec des cadres ou des chefs d'entreprise qui me confirment que le temps de transport travail-domicile est pour eux une soupape de décompression pour enchaîner sa deuxième vie ou sa vie familiale. Et pourtant, une étude nous montre que le télétravail permet d'éviter des déplacements, en effet. Alors, comment pourrions-nous gérer les deux et garder ces bonnes pratiques afin de limiter l'impact écologique et de surcroît les risques des accidents du travail? Est-ce que Sophie, tu peux réagir à cette anecdote et puis cette question sur comment garder ces bonnes pratiques après crise? J'avais juste une petite remarque. Soupape, ça dépend où on se situe, parce que je pense que pour les gens qui sont en région parisienne, je ne suis pas sûr que ce soit une soupape de décompression le temps de transport. C'est plutôt l'inverse, que ce soit pour aller au travail ou pour rentrer le soir. Le stress des métros, des RER ou autres, je ne suis pas sûr que ce soit une soupape de décompression, si j'ai bien compris. Oui, alors après, c'est aussi, c'est rigolo cette question. Je suis intervenue tout à l'heure dans une entreprise qui est un petit peu loin d'ici, qui est dans la Sarthe, et l'un des cadres dirigeants, il a 1 heure de route tous les soirs. Moi, ça me semble hallucinant, tous les soirs, tous les matins. Il me dit, moi j'aime beaucoup parce que ça me coupe. Et donc, du coup, je pense à autre chose. Pour lui, voilà, il n'est pas en train de travailler forcément, donc ça lui permet de faire ça. Alors, en effet, on a toutes nos problématiques d'écologie, etc., où en effet, c'est éventuellement mieux de ne pas passer du temps dans sa voiture. Tout dépend du temps qu'on y passe. Alors après, quand on n'a plus de temps de trajet, je répondrai en blaguant, on sort de son bureau, on fait le tour de sa maison en courant, on fait un jogging, et puis après on revient à la maison si on a besoin de couper. Mais c'est vrai que on peut être amené à justement plus couper. Moi je vois, j'ai eu le cas sur des télétravails avec, je veux dire pas des burn-out, mais nous on a eu à gérer toute la mise en place du chômage partiel, les relations stressées de nos clients qui sont chefs d'entreprise, pour qui c'est compliqué, ça ne sait plus comment gérer, problèmes économiques, etc., enfin tout ce qu'on peut rencontrer. Et derrière, la pression revient sur nous. Moi, ça m'arrive d'avoir des collaborateurs qui, je voyais bien que c'était au bord de... Et en fait, en télétravail, il n'y a plus de pause de midi, il n'y a plus de décontraction avec l'autre collègue à la pause café en train de blaguer en disant je passe à autre chose, je suis tout seul avec tous mes embêtements et tout ce que j'ai à faire. Donc à ce moment-là, c'est pas compliqué, j'ai dit, tu fermes ton ordinateur et puis tu t'en vas. Tu vas faire un tour dehors. Il faut aussi, et c'est là je reviens dans les bonnes pratiques, il faut accompagner les gens dans les bonnes pratiques. S'il y a besoin de ce SAS, il faut en discuter, si finalement ce SAS il est bien, comment on peut le mettre en place autrement que dans la voiture? En effet, c'est aller arroser 3 plantes, mais finalement il faut qu'on y réfléchisse collectivement, parce que des fois tout seul, on ne se rend pas compte du mal-être que ça nous génère et on n'arrive pas à trouver une solution. Et donc c'est là où, en effet, des échanges entre collègues ou des échanges sur les bonnes pratiques ou sur la façon dont on vit les choses et qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous perturbe finalement alors que ça devrait améliorer notre vie et qu'au final ça la perturbe, l'échange, la réflexion, la bonne pratique, soit en interne avec le manager, soit avec des intervenants extérieurs qui peuvent être donc des psychologues du travail, des gens dont c'est le travail pour accompagner l'entreprise, me semblent des bonnes pratiques. En effet, on est amené à travailler différemment et il faut réfléchir à comment on fait pour travailler différemment tout en restant bien. Et c'est vrai que ce n'est pas si simple, c'est une transition. Et dans les transitions, même si comme ça elles pourraient nous sembler améliorer notre quotidien, on a toujours besoin de s'adapter, de réfléchir et d'adapter les méthodes pour que ce soit fait
de façon intelligente et permettant le bien-être de chacun. C'est-à-dire qu'il faut s'accorder des pauses comme on s'accorde au travail. C'est-à-dire que quand on est en entreprise, de temps à autre, en tout cas dans les entreprises QVT, je ris en le disant, mais on va chercher une collègue en disant je prends un café, tu viens prendre un café, on passe 5 minutes à boire un café, on se raconte le week-end, je sais pas quoi, là, en jaune, enfin, peu importe. Mais ces pauses-là, on se les accorde. Et en télétravail, on se les accorde au moins. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à rester figé derrière son ordinateur et à ne pas décoller. Donc il faut, comme le disait Sophie, il faut aussi déculpabiliser le télétravailleur en lui disant mais finalement au bureau, de temps en temps, le matin, tu vas prendre ta pause café avec les collègues, et bien là, il faut aller prendre une pause café, à la limite, avec ton mari, si aussi en télétravail, ou toute seule, si tu es toute seule. Un coup de téléphone à un Un coup de collègue. téléphone à un collègue, voilà, il faut réinventer ses pauses, mais surtout, il faut prendre ses pauses. Et sur cette histoire de temps de trajet, en fait, on a repéré 3 choses. Soit les temps de trajet sont réinvestis dans le travail. Finalement, d'habitude, je rentre à 19h à la maison, ben là, je reste jusqu'à 19h devant mon ordinateur. Et puis, quelque chose qui est lié au genre, tant pis pour les messieurs, on a aussi repéré que ces temps de trajet pouvaient être réinvestis par les hommes sur plutôt des activités sportives, du coup aller faire un footing, voilà, faire des choses qui sont plutôt dans le loisir. Et le temps de trajet chez les femmes, quand il n'est pas réinvesti dans le temps de travail, il est réinvesti dans la sphère domestique, c'est-à-dire faire des machines à laver, passer la serpillière. Voilà, donc on voit bien que ce n'est pas le même temps de pause. Là, c'est le côté un peu militant, donc il faut se réapproprier ces temps de trajet en disant finalement, ce n'est pas des temps de travail, c'est un temps, effectivement, c'est un sas que j'avais avant, donc je n'avais pas. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ce temps? Alors, comme dit Sophie, faire le tour de son jardin, si on n'a pas de jardin, descendre, se promener et ne rien faire, mais il faut réinvestir ce temps comme il était investi auparavant. Et tant qu'à faire sans stress. Du coup, pour faire une pause, une transition, car la table ronde touche à sa fin, mais avant de passer à l'échange avec nos internautes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interactions sur le chat de Facebook Live, donc on vous encourage à continuer à poser des questions. On va passer à cet échange par la suite, mais avant cela, on va vous demander de nous raconter une petite anecdote que vous avez vécue au sein de votre entreprise sur le télétravail. Qui veut commencer? J'en ai déjà dit une. Sur le fait de dire à quelqu'un stop, on sort et on s'en va. Ou ce que j'ai trouvé lors du premier confinement, ce que je me suis dit, où en effet toutes les équipes, parce que c'était vraiment au début, on était dans la pratique et on respectait, enfin voilà, plus personne ne sortait, et, par moi qui avais réintégré toute seule mes bureaux parce que sinon je ne travaillais pas beaucoup. Et donc le fait de faire, trouver le bon rythme de manager et d'aller faire des réunions en visio, je me suis dit c'est encore du travail en plus. Et moi sur le moment justement réapprendre et réinventer ce management a été quelque chose de pas évident et qui pour moi a été une contrainte, on va dire, de travail supplémentaire. Sauf que malgré tout, intellectuellement parlant, c'est aussi intéressant parce qu'on prépare l'avenir, parce qu'on sait que ça reste quand même un peu l'avenir, le télétravail, c'est de dire comment j'apprends à manager quand j'ai plus les équipes autour de moi. Voilà, comment je fais et comment je le fais pour le faire intelligemment sans que moi, ça me remette une charge de travail extrêmement importante. Et c'est vrai qu'au départ, moi j'ai vécu ça en étant un peu perdue et en passant mon temps à faire des visios toute la journée. Ce n'est pas forcément désagréable, mais pas toujours très productif. Et donc c'est voilà, comment réinventer le management en télétravail, et ça a été un petit peu compliqué. Donc maintenant on est moitié en télétravail, c'est moins prégnant, mais c'est vrai que ça interpelle sur la pratique et sur notre temps investi sur le sujet, parce que moi j'ai besoin de liens, et donc je les crée en passant du temps à téléphoner ou à faire de la visio et pour le garder. Donc ça s'est bien passé en lien, mais plus compliqué sur la productivité par ailleurs. Merci Sophie. Est-ce que quelqu'un a une autre anecdote où on enchaîne avec Facebook? Moi, ça tourne toujours à peu près mes anecdotes autour de la même histoire, c'est-à-dire l'utilisation de cet écran, c'est-à-dire que comme on n'est plus en physique, parfois certains pensent qu'on ne les voit plus, qu'on les voit moins. Et donc j'ai eu des patients que j'avais en consultation
qui là venaient en consultation, donc en visio, en téléconsultation, en pyjama. Après, j'ai eu des étudiantes à qui j'étais obligée de dire on voit votre cuisse, parce qu'elles étaient affalées sur le lit pour assister au cours. Donc il y a aussi tout un apprentissage, un nouvel apprentissage de comment aujourd'hui je me présente au monde alors que je suis dans un espace qui est normalement intime. Voilà. Et donc il y a aussi tout un apprentissage à faire, J'ai eu là-dessus. quelques anecdotes du même type, et surtout pendant le premier confinement où je pense que les gens n'étaient pas encore bien aguerris à l'utilisation des visios, des Teams et des Zooms, et où ils ne faisaient pas forcément attention à ce qui se passait dans leur environnement proche avec des gens qui se baladaient un peu dévêtus. Ça m'est arrivé une fois pendant, pas des collaborateurs mais des partenaires, une visio globale, et ça effectivement, ça nous a paru, ça a duré peut-être quelques secondes, mais ça semble être une éternité. Mais par contre, ça montre quelque chose, c'est qu'on rentre dans l'intimité des gens. Et là, il faut faire vraiment très attention à ça. Alors, de ce que je vois moi maintenant avec les visios externes que je fais, c'est que souvent maintenant les fonds sont floutés, mais c'était pas le cas sur le premier confinement. Les gens ont vraiment laissé tout ouvert, et effectivement au bout d'un moment on ne fait plus attention, la fenêtre est petite, et puis si derrière il y a quelqu'un qui passe, la personne ne s'en aperçoit pas, sauf tous les gens qui sont en train de regarder, ça, un petit peu cocasse. Ça fait partie effectivement des choses qu'il faut apprendre, parce qu'on rentre chez soi, il faut être un peu vigilant. Merci Cédric, merci à vous trois pour cet échange, pour cette table ronde. Donc on va enchaîner sur tous les commentaires sur le Facebook Live. Premier échange intéressant, on a Florent sur Facebook qui nous demande s'il est couvert en cas d'accident, en cas d'accident pendant un télétravail. Une remarque de Boris Fouillat, qui est adhérent à l'association ERET. Boris gère la société Prévert Conseil sur la prévention des risques au travail, qui nous dit qu'en effet, durant le temps de travail en télétravail, les responsabilités d'employeur restent les mêmes, et qu'il existe en plus de ça d'autres risques professionnels, électriques, chute, ergonomie, qui dans un espace privé peuvent générer des accidents et donc des maladies aussi reconnues, maladies pro. Est-ce que vous avez quelque chose à avancer concernant le télétravail, même si on le sait bien, rien n'est légiféré. Il y a le patron de la Direct qui nous l'a confirmé, pour le moment rien dans les lois. Rien dans les lois, mais tout dans les lois quand même. On est en train de travailler, c'est un accident du travail. Si on se casse la figure chez soi en train de travailler parce qu'on a loupé la marche et qu'on est en période de travail, c'est en effet un accident du travail, et avec les règles qui vont derrière avec, en termes d'indemnisation de sécurité sociale. Un accident du travail, c'est pas la même indemnité qu'un arrêt maladie classique. Alors qu'en effet, on s'est quand même cassé la figure chez soi. Donc si on le fait pendant un temps de travail, on est en accident du travail. Si on le fait le samedi quand on n'est pas en temps de travail ou à 20h, c'est un arrêt maladie classique. Donc on se retrouve dans des situations qui sont celles-là, et qui sont en effet pas toujours très confortables pour le chef d'entreprise, parce que autant quand il est au bureau, c'est de sa responsabilité de faire en sorte qu'il y ait le moins d'accidents du travail possible. Quand c'est au domicile des salariés, sur la réglementation et sur l'application des mesures contre le risque. Et j'espère que Boris ne saute pas en entendant ce que je raconte, mais c'est plus compliqué à assurer. Alors c'est vrai, c'est là où on revient quand même aussi sur nos obligations, et c'est pas simple parce que ça crée des nécessités d'investissement, mais avoir un siège et fournir des sièges aux collaborateurs, c'est un investissement pour l'entreprise. Il en faut un au bureau, il en faut un pour le télétravail quand on fait la moitié. Le collaborateur ne va pas partir avec son siège de bureau, son ordinateur déjà portable à chaque fois, pourquoi pas, mais son siège sous les bras tous les vendredis, tous les jeudis soirs, parce que le vendredi il est en télétravail, il revient avec. Donc c'est un investissement, mais par contre, malgré tout, ça reste un investissement qui serait nécessaire au regard de travailler dans de bonnes conditions. Merci Sophie. C'était d'ailleurs une question de Isabelle concernant donc, des actions concrètes, simples à mettre en place pour lutter contre la sédentarité, la surconnexion, les TMS,
donc les troubles musculo-squelettiques, et aussi pour maintenir une cohésion. Donc éventuellement d'autres apports. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des idées ou des actions concrètes, des bonnes pratiques à conseiller? Cédric, par exemple? Non, on parlait de... je pensais à ce qu'on a mis en place, nous c'est les écrans, parce que ça a été une demande rapidement de nos collaborateurs de pouvoir travailler sur un écran plus grand que sur un écran d'ordinateur portable, parce qu'au bout d'un moment les yeux fatiguent. Je rejoins ce que vous disiez sur effectivement l'ergonomie, les chaises, ça fait partie des choses auxquelles nous on réfléchit, parce que on a été un peu pris de court aussi, et on va essayer de mettre tout ça en place. Très sincèrement, on essaie de mettre les choses en place au fur et à mesure des retours que l'on a avec nos collaborateurs. C'est de la communication, c'est de l'échange. On n'a pas toutes les clés encore, on n'a pas toutes les réponses. Donc quand on sent qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, on essaie d'y répondre, on essaie d'améliorer. Mais c'est aussi beaucoup de l'échange en ce moment. Alors c'est vrai que ça reste un investissement, et l'entreprise, quand elle veut garder maintenant ses collaborateurs, surtout quand on a des bons collaborateurs, on sait que c'est actuellement quelque chose de précieux. Donc ça fait partie, je pense, des efforts qu'on doit faire en tant que chef d'entreprise, de fournir le matériel possible. Et si on met en place le télétravail, de prévoir les investissements qu'ils vont faire, donc c'est en effet investir sur une chaise à domicile, un écran, 2 écrans, une plateforme sur laquelle on peut rebrancher l'ordinateur portable sans avoir à retracer tous les fils. Moi, ça fait partie des choses qui m'agacent personnellement, de dire il faut que je rebranche mon PC dans tous les sens, ça me prend un quart d'heure, c'est pénible. Donc ça fait partie des choses. Alors après, en termes de préconisation, c'est bien son chez le salarié, c'est pas sa propriété. Donc il faut aussi, quand on met en place ce genre d'équipement, prévoir une liste d'éléments qu'on a mis à disposition du salarié, et bien spécifier qu'il reste la propriété de l'entreprise, et en cas d'arrêt du contrat de travail, qu'il est amené à les ramener. Alors là, on est dans le droit pur. Donc en effet, il faut être à l'écoute, et puis il faut aussi après se protéger en stipulant bien les choses telles qu'elles sont. Après, on peut avoir les téléphones portables, ce sont des choses qui sont compliquées aussi, parce que du coup, comme les salariés sont chez eux, ils peuvent être amenés à utiliser les téléphones. Donc, il peut y avoir aussi des solutions. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place une flotte? Est-ce qu'il faut utiliser leur téléphone perso, mais avec un numéro qui est camouflé, pour qu'ils ne soient pas après embêtés par les clients? C'est des choses où, en effet, on invente, on est comme les autres, on invente au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on rencontre les problèmes, on réfléchit à mettre en place des outils adaptés en fonction de nos moyens et de nos possibilités. Donc là, en effet, vous parlez d'outils, d'équipements. On a Xavier qui a une remarque intéressante et une question. Il demande, un salarié mis en télétravail peut-il revendiquer un dédommagement salarial pour, on va dire, toutes les autres frais, comme les consommations d'eau, d'électricité et autres? Alors, il y a des débats sur le sujet, mais ça reste soumis à charge sociale, c'est du salaire, en l'état actuel de la législation. Donc, voilà. Pardon, Sophie. Pour toutes ces questions-là, en tout cas, il y a des préconisations qui sont dans l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, le dernier qui a été signé sur le télétravail, qui date du 26 novembre 2020, où il est question justement d'indemnisation sur, je ne sais pas, les cartouches d'encre, enfin, tout ce dont on peut avoir besoin, l'électricité, le cas de figure des accidents du travail. Et je pense que vraiment cet accord national interprofessionnel peut déjà commencer à être une bonne base pour pouvoir négocier dans l'entreprise et rediscuter ensemble, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de réponse généraliste, parce que chaque entreprise, chaque salarié a sa singularité, donc on ne peut pas avoir une réponse qui va à tout le monde. Comme le disait Sophie en début de débat, c'est vraiment une affaire de négociation. Et si on plaque la même réponse à tout le monde, on est sûr d'échouer. Super. En un mois ou deux, une question vient à David Ollet. C'est un petit pari sur l'avenir. Est-ce que, selon vous, après la crise, le télétravail va se poursuivre? Eh bien, la dernière tendance de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines
souhaitent, alors je ne sais plus l'échantillon, hein, mais souhaitent vraiment que le télétravail se pérennise dans les entreprises, avec cet encadrement, ou en tout cas avec cette préconisation que demandent les salariés, mais que constatent aussi les entreprises, c'est-à-dire un quasi mi-temps télétravail et en entreprise. Mais il y a plus d'effets positifs quand le télétravail est correctement accompagné, correctement mis en place. Il y a plus d'effets positifs du télétravail que d'impacts négatifs, avec toutes les conditions qu'on a évoquées pendant le débat. Et puis ne pas avoir peur, comme dans toute organisation du travail, c'est-à-dire qu'il faut pas être figé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas inscrire dans le marbre le télétravail qu'on organise aujourd'hui. Il faut prévoir des comités où on va rediscuter les conditions de ce télétravail, qu'est-ce qui marche pas, comment on se réajuste et comment on se réadapte. Mais ça fonctionne pour toute organisation du travail, télétravail ou pas en fait. Merci beaucoup. Un dernier mot, pardon, Cédric. Non, je suis 100% d'accord, effectivement. Nous, ça fait partie des questions qu'on se pose de l'après-période de Covid et dans quelle mesure on pense qu'on va continuer à proposer. Alors, on le faisait déjà, donc quelque part, ça sera juste dans la continuité de ce qu'on proposait déjà avant. Là, ça nous a été imposé, donc c'est un peu différent. Mais clairement, avant cette période, on n'y voyait que du positif. Il faut juste que ça soit bien ajusté en fonction de chaque salarié, parce que tous ne sont pas à l'aise à l'idée de se dire je veux travailler chez moi, tous ne peuvent pas travailler chez eux aussi. Donc c'est pour nous du cas par cas. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné pendant 12 ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne pérennise pas cette façon de travailler dans les prochaines années. Mais c'est sûr qu'on préfère le faire sans que ça nous soit imposé. Des règles qui sont un peu plus complexes et avec des gens qui le vivent peut-être un petit peu moins bien quand ils sont chez eux 5 jours par semaine ou même 4 jours par semaine. Parfois, c'est un petit peu dur. Mais je suis d'accord avec vous. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré tout, ça va nous avoir permis d'avoir fait un bond en avant. 2 ans. Voilà, on va gagner parce que avant on se posait pas la question parce qu'on n'avait pas le temps. Là, on a mis en place, ça existe. Maintenant, on va se dire, on a fait les efforts technologiques et les investissements nécessaires, peut-être pas tous, mais déjà une partie. Et maintenant, comment continuer à l'utiliser pour que ce soit agréable pour tout un chacun et que ça permette de fonctionner de façon plus efficiente, tant pour la productivité que pour la qualité de vie au travail. Donc, voyons le côté positif, le verre à moitié plein, ça a permis de gagner du temps et peut-être, moi je ne l'aurais pas forcément mis en place et finalement ça va peut-être rester en place pour ceux qui le souhaitent sur 1 ou 2 jours par semaine ou quand la pression est trop forte, et on fait un sas, on travaille chez soi avec une meilleure productivité. Donc c'est plutôt le côté positif, c'est de peut-être s'être amené à le mettre en place plutôt qu'on aurait fait. Merci Sophie pour cette note d'optimisme. Donc la session touche à sa fin. On vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce premier Shake Up Learning. Nous remercions également nos 3 intervenants du jour. Un grand merci à Sophie, Cédric et Sandrine pour la qualité de leurs échanges et de leurs anecdotes. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de nos événements. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. On vous a annoncé un cocktail vitaminé, alors d'ici là, gardez la pêche. Ou la banane. C'était Maxime Lehoux, président de l'association ERET, et Soufiane Kachla, directeur du Rubik's Co. On vous dit à bientôt, merci.